Alors, il est pile poil 15 heures. Comme annoncé précédemment, la session va être enregistrée pour être rediffusée par la suite sans nom, prénom apparent, à part le mien. Donc, je me présente, Samuel Rouxel, responsable pédagogique de Mandarin Academy. Et puis, l'idée de cette session et la thématique va être la gestion de la sécurité et la confidentialité dans Teams. Alors, juste avant de commencer, si vous aviez en tête, parce qu'on aurait pu se tromper dans la présentation, l'explication, vous avez en tête des notions hyper techniques de la sécurité, ce sera peut-être pas le bon webinaire pour vous. En tout état de cause, on va aborder la gestion de la sécurité et la confidentialité d'un point de vue un peu plus light et basique. Donc, voilà l'idée de cette session et donc je vous propose de commencer tout de suite avec le plan. Alors, on va être ensemble environ une trentaine de minutes pour revoir en fait, la logique d'utilisation de Teams dans les grandes lignes, pour comprendre pourquoi on est amené à avoir des axes de sécurité et de confidentialité dans Teams qui seront présentés, notamment en tant que propriétaire d'équipe et dans la console d'administration. Donc, comme indiqué en dessous, les objectifs sont de comprendre les enjeux de la sécurité de l'information dans un contexte collaboratif. Une phrase un peu pompeuse pour dire c'est important d'en tenir compte et je vous dirai pourquoi. Puis effectivement, identifier les axes pour préserver la confidentialité des données, puisque c'est quelque chose au cœur des préoccupations de beaucoup de sociétés, quelle que soit finalement la structure. Alors, pour commencer avec la logique d'utilisation de Teams, je trouvais intéressant d'aborder quelques notions qu'on va appeler des principes fondamentaux, qui ne sont pas réellement liés à Teams uniquement, mais sur la collaboration. Alors, premier principe que je trouve intéressant, c'est l'autonomie des utilisateurs, qui va permettre à chacun d'être acteur et actrice de ses actions, mais également de pouvoir avoir un avis et de pouvoir partager ses informations, ses connaissances dans un contexte participatif et donc avec une certaine liberté de pouvoir participer à tel ou tel, travail et donc l'autonomie des utilisateurs dans Teams va être très important et me semble quasiment fondamental. Forcément, le travail en équipe avec, bien sûr, la notion d'équipe que l'on va juste revoir très rapidement tout à l'heure, même si c'est quelque chose qui est relativement, intuitif, hein, par rapport au nom de l'outil Teams. Heu, Quelque chose qu'on entend peu, mais c'est un principe de confiance réciproque. Un propriétaire d'équipe qui va créer une équipe, qui va ajouter des personnes, va faire confiance aux personnes qui vont, venir. À l'inverse, la personne qui a été ajoutée dans une équipe, doit faire confiance aussi à la personne qui l'a ajoutée parce qu'il y aura de la valeur qui sera apportée par ce collaborateur ou cette collaboratrice et inversement, on va faire une confiance, pas aveugle, mais une confiance importante aux personnes qui vont collaborer sur les fichiers, les publications et les documentations. S'il n'y a pas ce principe de confiance, ça va être difficile d'être dans la collaboration. Heu, le point suivant, ça va être l'harmonisation des usages. L'harmonisation des usages, c'est, quelque chose qui vous parle sans doute également, puisqu'on parle d'harmonisation sur, l'organisation par exemple, des équipes. Pourquoi ne pas, créer une équipe systématiquement pour un sujet? Eh bien, parce qu'il y a des canaux. Pourquoi ne pas créer un canal, systématiquement? Parce qu'il y a d'autres moyens d'organiser ça. Donc dans toute structure, ce sera intéressant d'avoir une harmonisation de ces usages et notamment grâce à des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place par l'équipe projet, l'équipe IT, qui va accompagner les utilisateurs dans Teams. Et puis, forcément dans les principes fondamentaux, il existe un nombre de limites. Alors le but, c'est pas de vous citer des limites, mais là où, on va pouvoir arriver ensuite sur le sujet, qui nous concerne aujourd'hui, ça va être la sécurité, la confidentialité et pour moi, en partant du principe de tous ces éléments qui me semblent fondamentaux, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle ou alors si on veut pas être trop, directif, n'exclut pas les précautions et c'est en fait, c'est sur ces précautions-là que l'on va pouvoir travailler ensemble et vous faire la présentation aujourd'hui afin de voir comment sécuriser un minimum et de façon assez fluide, sans avoir un bagage technique important, l'utilisation de Teams. Voilà, c'était une petite introduction qui me paraissait intéressante. Je ne vais pas vous dérouler un PowerPoint. De ce fait, je vais vous afficher une page web. Alors, je l'ai mis en web, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser et ce sera exactement pareil au niveau de l'utilisation de Teams sur le client lourd, hein, donc version PC. Et l'idée, donc, c'est de revoir assez rapidement la notion d'équipe.
Notion d'équipe, on est sur des équipes projets, des équipes de services, des équipes événementielles, éphémères. Peu importe le type d'équipe, vous avez une personne qui va, à la base, avoir cette idée fabuleuse de créer l'équipe. Alors, le but, c'est pas de montrer comment on va créer une équipe aujourd'hui, mais à partir du moment où vous avez créé une équipe, vous en devenez le ou la propriétaire. Le ou la propriétaire va avoir quelques avantages ou en tout cas quelques fonctionnalités de sécurisation notamment, mais pas que, sur le reste des autres, utilisateurs qui sont considérés comme des membres de l'équipe ou alors on peut aussi y retrouver les invités si votre team s'est ouvert vers l'extérieur. Ceci étant dit, le propriétaire ou la propriétaire n'a peut-être pas, le temps de gérer l'ensemble des informations, disponibles ou autorisées sur, l'équipe. Donc un propriétaire peut très bien nommer une autre personne propriétaire. Là, Maurice Sylvestre est en ligne. Je vais tout simplement le nommer propriétaire également et donc nous serons 2 à avoir les mêmes droits. Alors, ça va être important on va dire de définir un petit peu ce qu'on entend, par droit puisque en tant que propriétaire, bien sûr, on ne peut pas tout faire non plus. L'idée étant d'avoir simplement une gestion de base de la sécurité, la confidentialité à l'intérieur. Donc première chose qu'un propriétaire peut faire par rapport à un membre, ça va être de gérer les utilisateurs. Les utilisateurs, on peut les ajouter à la main, donc c'est ce que je viens de faire. Ah non, je ne l'ai pas fait là. Je peux ajouter une personne, je vais chercher dans l'annuaire ou dans les contacts et puis je vais rajouter une personne. Un membre, s'il n'est pas propriétaire, ne pourra pas ajouter qui il veut et pareil, ne pourra pas supprimer qui il veut. Donc la particularité, c'est quand un membre va ajouter quelqu'un, il va pouvoir ajouter l'adresse mail, mais tant que le propriétaire ne l'a pas validé, il ne pourra pas accéder au contenu. Bon, si c'est juste pour ça, être propriétaire, ça a très peu d'intérêt et donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Donc pour aller un peu plus loin, vous avez, dans le on va dire, la gestion de l'équipe, donc j'étais dans une équipe, gérer l'équipe, vous avez d'autres onglets que les membres n'ont pas. L'une des choses qui va être intéressante, ça va être la gestion des canaux. Les canaux, vous allez retrouver l'ensemble des canaux que vous allez pouvoir, modifier, que vous allez pouvoir, supprimer. Vous allez pouvoir bien sûr ajouter des canaux comme tous les autres membres de cette équipe dans un contexte collaboratif. Alors, l'idée, c'est pas de faire le tour de tous les canaux et de voir ce qu'on peut y faire, mais le principal, ça va être supprimer un canal. Je pense que c'est quelque chose qui va être primordial à partir du moment où dans les bonnes pratiques, on veut éviter de diffuser de l'information à différents endroits que l'on ne maîtrise pas. Le propriétaire va pouvoir dire: «Bon, là, il y a trop de canaux, ça devient un peu le bazar, je vais supprimer les canaux». Bien sûr, il y aura quelques vérifications à faire auprès des utilisateurs, mais ça, on verra que dans les publications, on peut tout simplement poser la question, «Qui utilise ce canal parce qu'il ne sert à rien?» Hop, si c'est personne, on supprime le canal. On peut faire en sorte effectivement de gérer le canal. Alors la gestion du canal est relativement basique au départ, hein, c'est est-ce qu'on met une modération de canal ou pas? Ce qui va permettre bien sûr de limiter, certains échanges ou en tout cas de valider un certain nombre d'échanges, de publications à l'intérieur du canal. Donc ça, c'est le deuxième point intéressant dans la gestion des canaux en tant que propriétaire, c'est avoir une vue un peu plus, sécurisée sur les publications. Éviter que quelqu'un publie des choses qui sont soit, insultants et cetera, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir, faire en sorte de modérer, hein, tout simplement, éviter que ça parte dans tous les sens, en termes de diffusion de l'information. Au-delà de ça, on va pouvoir aller, retourner ici à l'intérieur, donc dans gérer l'équipe, mais on peut effectivement modifier l'équipe. Ouh là, non, c'est pas modifier l'équipe, pardon, c'est bien gérer l'équipe et on va pouvoir retrouver les paramètres. Alors c'est là où on va retrouver des paramètres qui sont plus ou moins intéressants en termes de sécurité, si je pense aux emojis, bon techniquement c'est pas forcément dangereux ou il y a pas une notion de confidentialité. Simplement si on a un canal qui est axé sur, des discussions, purement professionnelles dans un contexte très sérieux, bon mettre des emojis ça peut peut-être peu d'intérêt mais au-delà de ça, ce qui va être plutôt intéressant, c'est tout ce qui est autorisation des membres pour pouvoir, limiter ou autoriser un certain nombre de choses, à l'intérieur, notamment la mise à jour des onglets, puisque les onglets permettent donc c'est les onglets, ce qu'on retrouve ici dans les équipes, d'ajouter des onglets, on peut le limiter pour éviter que le canal se retrouve avec 10 000 onglets.
C'est pareil, hein, c'est toujours dans un contexte de contrôle ou en tout cas de surveillance, de la diffusion de l'information, hein. J'essaie de faire le lien avec ma phrase: «La confiance n'exclut pas le contrôle ou les précautions». Ce sont des choses qui peuvent être faites par le propriétaire. Donc c'est important d'avoir cette vision-là. Le propriétaire, c'est pas juste celui qui, ou celle qui ajoute et supprime des utilisateurs. Heu, Ici, on a par exemple aussi les membres peuvent, autoriser les membres à supprimer leurs messages. À un moment donné, quand on a une discussion et c'est un peu la force de Teams, c'est que sans parler d'archivage, mais on a une trace des discussions que l'on a pu avoir. C'est pas dans un contexte de flicage, mais c'est important d'avoir une trace lorsque l'on a une publication qui dit qu'une nouvelle, un nouveau produit ou une nouvelle offre est sortie. Si la personne ou les membres peuvent supprimer ces messages, leurs messages, on va pas s'y retrouver puisqu'on ne saura plus, si la publication a été réelle ou si on l'a juste rêvé à un moment donné. Donc c'est ce type d'autorisation, ça a une valeur qui est plus ou moins importante selon les équipes et les entreprises. L'idée reste quand même de montrer un peu la capacité du propriétaire à gérer son équipe. D'autres informations et d'autres, paramètres sont importants. L'autorisation au niveau des invités. Alors attention, il y a des choses qui sont liées, au propriétaire, mais, sans parler de hiérarchie, mais, on va dire de hiérarchie, organisationnelle, mais plutôt en hiérarchie, technique. L'administrateur, d'Office 365 et de Teams pourront potentiellement, mettre des, restrictions ou des autorisations avec une valeur un peu plus haute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le propriétaire, ne peut pas faire telle ou telle chose dans les paramètres, c'est, tout à fait possible que l'administrateur justement ait bloqué certaines choses. On pense notamment à l'autorisation des invités et cetera et cetera. Donc voilà, le but c'est pas de faire un tour, réellement complet de tout ce que l'on peut faire. Le Ce que je trouve intéressant également, c'est qu'en tant que propriétaire d'équipe, si c'est juste, faire en sorte de mettre à disposition quelque chose, ben, à un moment donné, au bout d'un moment, on va se lasser. L'analyse, ça va être, un onglet qui va être très intéressant pour, faciliter l'adoption de Teams et d'avoir une sorte de monitoring de, bah, comment on peut faire pour engager un peu plus les utilisateurs d'une équipe dans le Teams. Donc on a effectivement le récapitulatif des utilisateurs, des applications utilisées, puis de l'utilisation des espaces de stockage, mais également on peut avoir un scoring sur l'engagement, dans Teams, les réunions et cetera. Donc là, ça s'adresse peut-être un peu moins à un propriétaire d'équipe lambda. Ça peut s'adresser peut-être plus à des managers ou des personnes qui vont, travailler sur l'adoption des usages de Teams ou la facilitation, de la collaboration grâce à Teams. Mais c'est un outil qui va être intéressant, cet onglet analyse. Voilà pour ce tour d'horizon, côté propriétaire. Donc c'est pour moi le 1er axe de sécurisation ou de confidentialité, c'est d'avoir conscience qu'en tant que propriétaire, on peut faire un certain nombre de paramétrages pour, assurer cette sécurité. Je vais vous le montrer également puisque c'est quelque chose qui avait été demandé, auprès des équipes de Microsoft, hein, c'est les canaux privés. Alors les canaux privés, c'est quoi? C'est lorsque l'on est sur, une équipe. Une équipe, je rappelle, ça peut être une équipe projet, une équipe de service. Tout le monde a accès à tout, par défaut. Mais il se peut qu'il y ait dans l'ensemble de l'équipe, et dans ce projet-là ou dans cette équipe-là, quelques informations tout de même qui sont, plutôt confidentielles. Confidentielles, secrètes, on peut donner le nom qu'on veut. Prenons l'exemple, une équipe projet orientée RH. Donc il y aura tout le processus de recrutement, tout le processus de sourcing, il y aura également peut-être, le suivi des entretiens et cetera. Et ben, en tant qu'équipe projet RH, il se peut qu'une partie de l'équipe projet RH, gère, ben, les choses qui fâchent, hein, les licenciements et cetera, ou alors les sanctions disciplinaires. Donc à un moment donné, rien n'empêche dans une équipe, ouverte à tous, de créer un canal privé sur lequel vous allez simplement dire: «Dans mon équipe, qui va y avoir accès?» Et donc pour cela, vous allez donc, créer un nouveau canal. Alors hop, ici, ajouter un nouveau canal. Et vous aurez, donc à l'intérieur, donc, bah, le nom du canal et cetera, la confidentialité, pardon, et là, vous allez pouvoir mettre en privé. Et à partir du moment où vous aurez validé la création de ce canal privé,
il vous sera demandé bien sûr de dire qui vous allez mettre à l'intérieur. Alors la remarque que je vois dans le chat, Zoom pour montrer Teams, oui, parce qu'à un moment donné, si je voulais montrer qu'on appelle ça une webconférence ou l'ancienne réunion, tout le monde serait coupé. Et ça, c'est effectivement un choix arbitraire. À partir de là, on a fait un petit peu le tour de la base, on va appeler ça comme ça, de la sécurité, la confidentialité dans Teams en tant que propriétaire. L'idée, c'est de faire un petit peu aussi de teasing sans entrer, comme je vous le disais en début de session, sur des éléments vraiment très techniques. Mais à un moment donné, la sécurité va passer bien sûr par la console d'administration d'Office 365. Alors, de Microsoft 365, désolé, il faut que je prenne le bon vocabulaire. Alors forcément, là, ça va peut-être pas intéresser ou en tout cas, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut y faire et comment ça fonctionne. À partir du moment où on est dans la console d'administration d'Office 365, hop, on va afficher tous les, éléments du volet latéral et la première chose, et c'est pour moi la plus simple à gérer dans Teams, c'est d'utiliser le centre d'administration dédié à Teams. Alors là, il est en train de s'ouvrir et là, on va parler d'un fonctionnement qui est relativement, commun à beaucoup on va dire d'éléments d'administration dans, Microsoft 365. C'est ce qu'on appelle les stratégies. Alors c'est peut-être un terme un peu, barbare pour certaines ou certains, mais une stratégie, c'est quoi? C'est un ensemble de paramètres qui va être défini et que l'on va regrouper sous un nom et donc ce sera une stratégie. On peut avoir dans une entreprise, différentes stratégies en fonction des équipes, en fonction d'un contexte. Par exemple, si c'est une entreprise qui inclut également, d'autres business units qui n'auront peut-être pas les mêmes droits sur tous les outils, eh bien, on peut créer une stratégie différente, pour les différentes business units. Donc, ce que l'on peut faire dans la console d'administration au niveau de Teams, eh bien, c'est déjà gérer ces stratégies. Alors, il faut où est-ce qu'elles sont les stratégies? Il existe plusieurs stratégies, c'est pour ça que ça va être, un mot important dans la console d'administration. On a les stratégies de messagerie. Hop, je clique ici. Certaines stratégies peuvent être modifiées et sont, modifiées avec, pas grand-chose, hein. Là, on en a une par défaut et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble des paramètres sur lesquels on peut appliquer une stratégie, il y en aura forcément une qui sera globale et qui sera utilisée par défaut. Vous verrez apparaître aussi utilisé à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire que si l'administrateur ne fait pas de modification ou de personnalisation, tout le monde aura cette stratégie. Alors, si je prends la stratégie de messagerie, vous voyez qu'on peut modifier pas mal de choses. Le but, c'est pas de toutes les aborder, mais sur la messagerie, ici, on est sur une stratégie globale et tout le monde a ses paramètres appliqués à l'utilisateur. Imaginons, hop, je reviens en arrière, je vais ajouter une nouvelle stratégie pour la business unit hop, de Falampin. Voilà, c'est un autre endroit. Voilà. Cette stratégie de messagerie, je vais pouvoir la définir, une fois que je l'ai nommée, en modifiant les boutons radio, c'est tout simple, en modifiant ce que je souhaite autoriser ou non. Alors, par exemple, les propriétaires peuvent supprimer les messages par défaut si c'est activé. Là, c'est dans cette BU, ce sera possible. Par contre, utiliser les GIFs, donc c'est les images un peu animées, dans cette BU, ce sera pas possible. Créer des messages vocaux, c'est autorisé? Non, hop, je le désactive. Vous voyez? Donc ça, c'est les paramètres qui vont être en relation avec, la culture de l'entreprise ou de la structure dans laquelle vous êtes. Également dans les habitudes, des utilisateurs, dans ce que vous voulez mettre en avant également. Si vous voulez mettre en avant que Teams, c'est un outil professionnel, mais qu'on peut y retrouver un petit peu de convivial, sans parler de ludique. Peut-être que les Giphy, ça va être plus intéressant de les laisser actifs, ainsi que les emojis, même si on sait que c'est pas ça qui va faire l'application. Toujours est-il que, hop, ma stratégie de messagerie a été créée, je l'ai modifiée, je vais l'enregistrer, je me retrouve donc avec 2 stratégies de messagerie. Pour montrer que c'est exactement la même chose pour beaucoup de choses, eh bien, on va aller sur une autre stratégie ou un autre type de stratégie. On va parler des stratégies de réunion. Donc,
je vais dans l'onglet Réunion, stratégie de réunion. On voit que déjà, il y en a quelques-unes qui ont été créées par défaut et donc je vais ajouter une nouvelle stratégie et là, ça va s'appliquer uniquement sur tout ce qui est, orienté réunion. Là, on va pas refaire le même schéma. Hop, alors on va mettre BU Falampin réunion, voilà. On va pas refaire tout le tour, mais c'est exactement le même principe. Vous nommez votre stratégie et ensuite vous autorisez ou non certaines, actions. Complément Outlook, on va le désactiver. Réunion privée, on va désactiver. On peut paramétrer aussi quelques éléments un peu plus techniques, notamment au niveau du réseau pour limiter peut-être la transmission de médias. On peut, hop, tout ce qui est, outils de partage, on peut aussi le désactiver, on peut le limiter. Je pense qu'à un moment donné, vous l'aurez sans doute compris, le but c'est pas de les faire un par un, c'est bien de comprendre que, ben, selon la politique de confidentialité, selon la culture de l'entreprise, en termes de potentielle fuite et en termes d'activité, il sera peut-être nécessaire et même indispensable d'appliquer ou de mettre en application un certain nombre de stratégies. Hop, j'enregistre ma stratégie, donc j'ai maintenant une stratégie qui s'appelle BU Falampin Réunion. Alors, la logique veut qu'une fois que la stratégie a été créée, eh bien, on puisse l'appliquer aux personnes. Donc, à partir du moment où je vais avoir la liste de mes utilisateurs, donc toujours dans cette console d'administration, je vais pouvoir rechercher une personne. Ah bon, voilà, Amaury, en fait, c'est peut-être la première personne, voilà. Et pour chaque utilisateur, on va retrouver, hop, où est-ce qu'elles sont? Voilà, les stratégies affectées. Alors, il y a plusieurs possibilités, comme dans les outils Microsoft, la plupart du temps, on peut ouvrir la fiche de l'utilisateur et ensuite aller sur la partie stratégie où on peut y accéder directement en cliquant sur afficher les stratégies. Par défaut, vous le voyez, donc c'est le dernier onglet, vous retrouvez toutes les stratégies mises en application pour cet utilisateur-là. Eh bien, bah, il se trouve qu'à partir de là, tout le monde a une stratégie globale qui est celle à l'échelle de l'organisation. Alors j'en ai pas parlé, et oui, je suis non pas de Falampin, mais du 59 effectivement, Fanny. Le par défaut, il y a des stratégies qui peuvent être, mises en application au niveau du passage de Skype vers Teams. Alors, l'idée, c'est pas de trop en parler maintenant et de faire un vrai topo dessus, même si le principe est exactement le même, hein. Puisque après ça peut impacter, l'équipe IT qui va gérer la potentielle migration. Donc mon but, c'est pas de tout casser et de montrer qu'on peut faire plein de choses si on peut pas les faire réellement parce qu'il y a une stratégie du coup globale au niveau de l'équipe IT. Mais techniquement, si, vous avez la main en tant qu'administrateur bien sûr, vous pouvez définir qu'une partie des utilisateurs auront Teams uniquement. Si vous voulez faire un pilote, pour, bah, quitter Skype et avoir que Teams. Mais vous avez d'autres stratégies qui sont, des mix avec Skype et Teams également. Voilà, c'était la petite parenthèse et donc, heu, là, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire: «Bah, monsieur Amaury, il est bien sympa, mais il fait partie de la BU de Falampin. Au niveau de sa messagerie, hop, je vais pouvoir» ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un peu vite. Oui, c'est modifier, excusez-moi. Je vais pouvoir modifier les stratégies et je retrouve sur mon volet l'ensemble des stratégies que je peux modifier. Donc, stratégie de messagerie, je retrouve la BU Falampin. Stratégie de réunion, je retrouve BU Falampin réunion. Voilà. Alors forcément, plus vous aurez de stratégies différentes, plus la convention de nommage sera importante, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec stratégie 1, 2, 3, 4 et vous ne saurez plus à quoi ça correspond. Mais, à partir du moment où vous savez les retrouver, vous voyez, c'est pas très complexe en soi, hein, pas technique, non plus, d'associer une stratégie, de les appliquer. Une fois appliquées, bien sûr, la page s'affiche avec les nouvelles stratégies, adoptées. Et vous voyez, il y en a quelques-unes, hein. Vous voyez, on peut être, très pointilleux et et à rentrer dans le détail au niveau, ben, de cette définition des stratégies et ça, c'est pas plus mal puisque, toujours pareil, même si on fait confiance dans la collaboration et dans la façon de fonctionner avec Teams, ça n'empêche pas que des précautions sont indispensables. Alors
Voilà un peu le tour d'horizon très basique, hein. On est sur un webinar, pas de vulgarisation, mais on s'en rapproche quand même pas mal, sur la console d'admin, et le but, c'est pas d'aller trop loin dans la console d'admin. La dernière chose qui peut être impactante sur l'utilisation de Teams, et là je vais revenir pour le coup sur mon interface de Teams, ça va être la gestion des fichiers et des documents. Donc c'est là où se trouvent la plupart du temps les données. On a vu en début de webinaire que les équipes peuvent être internes, mais peuvent faire appel à des invités. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les fichiers que l'on va pouvoir stocker ici, hop, dans Teams, certains fichiers, bah, on voudra peut-être pas faire en sorte qu'ils soient accessibles aux invités. Bon, après ça peut être antagoniste avec la collaboration, mais ça peut être une nécessité métier ou entreprise. Alors, à partir du moment où on crée un canal privé, ça crée un espace SharePoint, donc une bibliothèque de documents qui sera à part. Donc ça, c'est pas trop un problème. Par contre, il est possible, et je vous donnerai mon avis un peu plus personnel après, de personnaliser les droits d'accès aux fichiers. Alors, étant donné que dans Teams, ça reste quand même principalement l'agrégateur d'affichage et de contenu de ces fichiers, il va falloir l'ouvrir dans SharePoint. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en tant que propriétaire, vous aurez donc une sorte de droit de gestionnaire de cette page SharePoint. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez sans doute pas modifier. À partir du moment où vous avez cette autorisation, quand vous êtes dans la bibliothèque de documents, la petite roue dentée va vous permettre de paramétrer la bibliothèque. En tant que propriétaire, vous pourrez même paramétrer l'ensemble de la page SharePoint associée. Ça ne va pas être forcément l'objet de cette session. Et dans les paramètres de la bibliothèque, vous avez les autorisations que vous allez pouvoir modifier. Par défaut, vous aurez des autorisations qui seront relativement standards, c'est-à-dire en modification et en consultation et modification pour tout le monde. Je ne sais pas réellement, je ne connais pas trop le détail du vocabulaire, mais je pense que c'est un héritage de l'organisation dans Teams, et donc l'organisation collaborative. Mais il se peut que même dans un Teams, vous ayez besoin de donner accès en consultation uniquement à des espaces de documents. Dans ce cas-là, il faudra aller dans la bibliothèque et modifier les autorisations. Voyez, vous pouvez ajouter des groupes de sécurité et dire, bah, moi, ce groupe d'utilisateurs de sécurité aura un droit uniquement en lecture. Vous voyez, là, c'est les groupes par défaut qui sont créés, qui sont le contrôle total pour le propriétaire, hein, c'est marqué ici, et les membres en modification et les visiteurs en lecture uniquement. Mais rien ne vous empêche de dire que certains membres aussi auront un accès limité ou en tout cas restreint pour des raisons de sécurité ou confidentialité. L'exemple type, c'est dans l'espace SharePoint, on a tendance à stocker un peu tous les documents, parfois en vrac. Et à un moment donné, on pourrait envisager d'avoir dans une même équipe une bibliothèque avec des documents de travail interne et une autre bibliothèque avec des documents finalisés pour les offres commerciales qui sont officielles, pour les supports d'animation ou de communication que vous allez pouvoir diffuser auprès de vos clients ou de vos partenaires. Et les versions finalisées, bah, vous dites: «Bah, moi, j'ai pas envie que les utilisateurs qui ont accès à cette information et à ces documents puissent le modifier puisque c'est la version finalisée». Et donc, pour le coup, vous pouvez très bien envisager avoir tous les membres qui ont un accès en lecture à une bibliothèque, mais ne peuvent pas modifier. Ça, voilà, c'était un petit complément pour, renforcer ou optimiser en tout cas la sécurité et la confidentialité dans Teams, même si on est un peu débordé sur une notion de SharePoint sur lequel on va pas aller plus loin, hein. On sait que sans SharePoint, on peut personnaliser beaucoup de choses. L'idée, c'était de faire effectivement cette sensibilisation sur les possibilités de sécurisation. Alors, hop, le webinaire va toucher à sa fin. Je vais essayer, parce qu'il est déjà 30 en fait, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de reprendre. Ouh là, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités sur le chat.
De toute façon, ce qui est sûr, c'est que le chat, je le récupère à la fin et ce qui se passe, c'est qu'on fera un relevé des questions et on essaiera d'apporter les réponses, en envoyant le lien vers le replay avec, une page dédiée avec les questions et puis vous y retrouverez également les réponses. Alors, bien sûr, ce sont les questions par rapport principalement à la session. J'ai déjà parlé un petit peu de Zoom et cetera. Voilà. Combien de temps doit-on attendre pour qu'une stratégie ou une modification d'une stratégie soit appliquée? Alors on l'a vu que techniquement, c'était quasiment immédiat, en termes d'affichage. En termes de pratique, il y a souvent un temps de propagation qui est plus ou moins long. Je pense qu'à partir du moment où la personne s'est, soit déconnectée, reconnectée, la stratégie va s'appliquer. Après, je pense qu'il faut compter, minimum 1 heure, maximum 1 heure pour avoir les premiers effets de cette stratégie. C'est alors là, c'est plus par expérience. Moi, j'ai jamais vu quelque chose qui prenait plus d'1 heure. Maintenant, ça peut arriver sur certaines modifications importantes qui vont être, très impactantes sur l'ensemble de l'outil. Pour avoir testé pour me passer dans Teams uniquement, en termes de stratégie, ça a été quasi immédiat. Donc voilà, mais globalement, faut pas attendre, 48 heures pour que ça soit mis en application. Voilà, je vois qu'il y a encore plein de choses qui arrivent en termes de questions. Je vous propose de garder en tête de toute façon, toutes ces questions sur le chat. Je laisserai la session un peu ouverte, maintenant, ce qui permettra de compléter si vous avez d'autres questions et puis on fera en sorte de vous afficher ça en vous renvoyant le lien vers le replay. Et comment accéder au replay de cette section? Et bien, en allant sur la page du cours, au niveau du MOOC, vous aurez, alors je vais essayer de retrouver dès si je peux là immédiatement. Je fais ça en temps réel. Hop, MOOC training. Ça va arriver. Voilà. Quand vous êtes sur une page du MOOC, vous allez ici sur la page du cours et vous retrouverez sur le côté l'accès au replay. Et je pense que le replay sera envoyé avec le lien, de la page du cours de toute façon, ce qui vous permettra d'y accéder directement. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir, suivi ce webinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de frustration ou un peu de frustration parce qu'il y a beaucoup de questions. Je suis désolé de générer ça, mais en tout cas merci d'avoir participé. J'espère que les questions qu'on apportera, a posteriori, permettront justement d'alléger un peu les interrogations que vous avez. Et puis, j'espère aussi avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous, soit sur une session de formation, du MOOC ou bien sur un autre webinaire. En tout cas, merci à vous, bravo le Nord, Pas-de-Calais et puis, à très bientôt. Une bonne journée, au revoir.